Alors bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver un an après le prix Première Parole. Évidemment, c'est une rencontre particulière puisque le festival Terre de Parole est en partenariat avec nous et c'est quelque chose de l'enfance qui a inspiré ce dernier cette année, qui se déroulera donc du 17 au 24 mai 2025 prochain. Mais ce festival qui allie déjà lecture, rencontres, performances, théâtre dans différents lieux culturels de Seine-Maritime, s'orne aussi d'un prix, et c'est pour cette raison que nous sommes là ce soir, le prix Première Parole. Et ce prix qui a été créé en 2020 sélectionne 6 premiers romans francophones qui ont été publiés l'année précédente, donc en 2024. Et nous avons donc décidé, comme chaque année, de faire 2 rencontres avec 3 auteurs pour chacune d'elles. La première ce soir et la prochaine sera donc jeudi prochain, le 20 mars. En rappelant que la sélection est réalisée par les équipes du festival, qui sont partenaires également des bibliothèques et librairies indépendantes de Seine-Maritime. Et cette sélection est ensuite proposée aux lectrices, lecteurs, volontaires qui sont réunis dans des comités de lecture créés par des bibliothèques, des librairies, associations et communes, et cela représente en tout plus de 500 lecteurs et lectrices qui sont réunis dans 39 clubs de lecture sur tout le département. Alors, on va commencer cette soirée. Bienvenue Lidvine, bienvenue Stéphanie, et en attendant Sébastien Dulude. On va commencer par Stéphanie Lamache pour Objet, Trajet aux éditions Les Avrils. Il est ici. Voilà, et j'ai dégainé à la vitesse de l'éclair. Alors Stéphanie, toi tu es une habituée des rencontres Lille. Tu passes maintenant de l'autre côté. Tu étais spectatrice, tu passes maintenant en tant qu'autrice et c'est un plaisir de te retrouver. Alors tu es archiviste à l'Institut Mémoire de l'édition contemporaine à Caen. Tu as d'ailleurs reçu un prix récemment. Euh, Ton métier est singulier, particulier, qui, j'imagine, on le voit évidemment dans Objet Trajet, a un impact fort sur ta construction, sur ton état d'esprit finalement. J'aimerais que tu nous parles de cette liaison entre ton métier et l'écriture. Toi qui as écrit donc ce premier roman, on rappelle qu'il n'y a que des premiers romans ce soir et on en est bien heureux. Qu'est-ce qui a lié finalement ces deux métiers-là, ces deux passions qui sont devenues ensuite tes deux métiers? Alors, je dirais que c'est peut-être la question du contexte, c'est-à-dire qu'un document d'archive existe par rapport à un contexte, par rapport à un ensemble. Et dans mon texte, ce sont les objets et leur contexte qui permettent de faire ressurgir tout un panorama. Euh, donc, c'est le lien principal que je verrai est de toujours un mouvement du général vers le particulier, l'ensemble du fond vers le dossier, de l'objet vers l'ensemble du paysage, vers l'ensemble du souvenir. Donc, un mouvement comme ça qui pourrait les rassembler. Mais en dehors de ça, je dirais que le lien principal, c'est l'encouragement à persister, à ne pas abandonner, puisque dans les archives, on peut constater que même des écrivains très connus, des artistes très connus connaissent des moments difficiles, des revers parfois, voilà, et la question du temps a son importance et qu'il faut tenir bon et persister. Comment justement, alors dans ce roman, dans ce récit, je ne sais pas d'ailleurs dans quelle catégorie tu le places, parce qu'il y a beaucoup finalement d'entrées, de portes d'entrée, de thématiques dans ce livre-là, où finalement on entend souvent parler de Marie-Hélène Lafon, d'Annie Ernaux, qui sont, j'ai bien compris, tes deux mantras, tes deux idoles peut-être, tu nous le diras. Comment tu as finalement aborder la quête de ce premier roman qui sont généralement très basés sur l'identité, sur la question de la personnalité, la question de l'intime. Tu ne déroges pas à la règle pour le coup. Euh, Qu'est-ce qui est venu en toi pour traverser finalement toute ta vie à travers ces objets et à travers ces trajets? Alors, c'est venu très progressivement. Au moment où j'ai commencé à travailler sur Objet et Trajet,
de toute façon, je travaillais sur un autre projet purement fictionnel qui se déroulerait au 19e siècle en Angleterre, donc fiction totale. Et au moment où je travaillais sur ce projet, presque un peu par hasard, j'ai eu envie de parler sur Instagram d'un livre de Pearl Buck que j'aime beaucoup, qui s'appelle Vent d'Est, Vent d'Ouest. J'ai commencé par parler de ce livre et je me suis rendu compte que j'avais beaucoup à dire parce qu'il n'y a pas seulement ce livre, mais il y a aussi là tout le contexte, c'est-à-dire tous les souvenirs qui y sont attachés, toutes les sensations de ces années passées qui sont attachées à cet objet livre, un souvenir de lecture qui est aussi un souvenir de vie en même temps. Donc, évidemment, c'était beaucoup trop long pour une simple publication sur Instagram. Donc, je l'ai développé à part entière comme une nouvelle, comme un texte. Et puis, progressivement, je me suis demandé si d'autres objets ne pourraient pas porter également des petits fragments autobiographiques. Alors, par contre, sur la question de l'autobiographie ou de l'autofiction, tout de suite, j'aimerais vraiment dire que même si les premiers romans se fixent effectivement généralement sur l'expérience professionnelle, personnelle et sur du vécu, je dirais que le vécu sert de matériau, mais n'est pas si important que ça. Euh, mon propos, c'était pas ma vie, mon œuvre, du tout. C'était pas, voilà, il n'y avait pas un projet narcissique, on va dire, derrière, clairement. C'était vraiment faire renaître une vie qui se trouve être la mienne, certes, enfin, pour une bonne partie, mais pas comme projet autocentré. C'était vraiment faire aussi renaître une époque, renaître un lieu très précis à un moment très précis, c'est-à-dire le pays d'Auge, ce petit recoin de Normandie, fin fond du Calvados, un petit peu l'Eure, un petit peu l'Orne, euh, qui n'est pas du côté sud, on va dire, qui n'est pas le glamour de la côte fleurie, Deauville, Trouville, tout ça. Et c'était une époque, c'est-à-dire les années 80, qui est un peu, je trouve, quand on la regarde maintenant avec recul, une époque clé, une décennie assez particulière, où on était encore, on va dire, sur la queue de comète des Trente Glorieuses, où on espérait encore beaucoup de la société de consommation, mais où les choses commençaient à se transformer et économiquement, socialement, et où progressivement on s'est orienté vers un capitalisme de plus en plus agressif, on va dire, et de plus en plus ouvertement agressif, jusqu'à ce qu'on peut vivre aujourd'hui. Et donc, déjà, dès cette époque, on va dire qu'il y avait des dégâts collatéraux. C'est-à-dire que le rêve économique, ça n'était pas pour tout le monde. Le rêve de l'entreprise, ça n'a pas marché pour tout le monde. Et en l'occurrence, ça n'a pas marché à cet endroit-là pour ces gens-là, qui se trouvent à être mes parents. Mais justement, avec les années, le fait que bon, bah, j'ai voilà, un certain nombre de décennies même se sont écoulées depuis, je peux les regarder avec recul. Euh, Presque avec une sorte de détachement, et donc justement essayer d'en faire un objet littéraire pour faire renaître une époque, un milieu professionnel et un paysage humain, on va dire, et des paysages de Normandie, voilà, avec tous les trajets. Et ce qui est très intéressant, et tu as raison de préciser que ce n'était pas une quête narcissique, puisque la vie de l'autrice, finalement, n'est qu'un prétexte, n'est que le filigrane, et qu'au contraire, tu mets en avant davantage les êtres humains, ceux qui ont marqué ta vie, les objets, évidemment, mais aussi ces trajets. Mais j'aimerais finalement savoir en quoi ça te permet de, en tant que parler des autres, finalement, tu parles beaucoup d'altérité. Finalement, autrui est le sujet principal
de ce récit-là. En quoi ça te permet d'avoir un regard différent aussi? Tu parlais d'objets littéraires et clairement, on est dans un objet littéraire singulier et c'est peut-être pour le territoire, en tout cas, c'est peut-être le territoire qui y fait, puisque tu es clairement ancré dans le territoire, peut-être contrairement aux deux autres livres qui ont des territoires eux aussi, mais des territoires peut-être plus profonds ou intimes. Là, on est sur un territoire géographique beaucoup plus visible. Raconte-nous finalement pourquoi tu décides de parler des autres aujourd'hui, dans une ère où le matérialisme est extrêmement ancré. Alors, probablement pour essayer de comprendre aussi ce qui a pu se jouer et de rattacher tout ce qui a pu se jouer justement à des hypothèses, on va dire, entre guillemets, un tout petit peu sociologiques, mais je manie le mot avec prudence parce que je ne suis absolument pas sociologue, je n'ai pas de formation de en sociologie, ni, voilà, ni, donc, les gens me paraissaient vraiment, enfin voilà, les personnages et les sentiments, la façon d'essayer d'avancer dans la vie avec chacun son bagage humain, son bagage psychologique, et voilà, me paraissait vraiment primordial pour essayer de comprendre ce qu'à l'époque je n'ai peut-être pas compris avec à hauteur d'enfant, de regard d'enfant qui n'est pas compréhensible. Les adultes sont totalement incompréhensibles quand on est enfant. Beaucoup de choses échappent. Et donc les regarder rétrospectivement et essayer donc de reconstruire tous ces événements, de leur donner de les organiser, de leur donner un sens, peut peut-être essayer permettre d'essayer de les comprendre et les donner à comprendre. Et justement, il y a aussi une quête de féminité. Comment tu abordes cette construction et l'acceptation finalement de soi dans ce contexte familial difficile? Alors, je dirais, là aussi, c'est en fait, c'est vraiment un travail qui s'est fait extrêmement progressivement. C'est en réfléchissant, par exemple, sur l'objet jupe fleurie. Voilà, l'anecdote, c'est voilà, l'anecdote de base extrêmement limitée, si on la limiter vraiment aux faits minimalistes, c'est ma mère m'a fabriqué une jolie jupe fleurie dans un joli tissu que je ne peux absolument jamais mettre parce que la vie qu'on mène ne s'y prête pas. Voilà. Donc, commencer à réfléchir sur cet objet, sur pourquoi il a été fait, quel était l'objectif rêvé et quelle a été la réalité. Euh, ben voilà, permet justement là aussi d'essayer de comprendre ce qui a pu de comprendre ce qui a pu se jouer entre le rêve et la réalité. Par rapport à ça, par rapport à cette question de rêve ou de réalité, c'est aussi la question de la mémoire. Comment es-tu arrivé justement à retranscrire ces émotions, parce que c'est un roman extrêmement sensoriel, extrêmement visuel. Comment as-tu réussi à, année après année ou mois après mois, à reconstruire tout cela? Euh, je dirais que c'est presque sur le principe de la lampe d'Aladin. On frotte, on a l'objet, on frotte, et là, il y a tout qui ressurgit. Alors, c'est peut-être une construction personnelle qui m'est propre, mais voilà, je garde parfois en souvenir des sensations très très fortes, de choses parfois totalement anodines, mais qui restent liées à un moment. Euh, voilà, donc ça peut être, par exemple, être assis à tel endroit avec un livre et avoir ressenti euh, telle sensation tout en ayant entendu quelque chose de dramatique à la radio. Donc c'est un petit passage que j'évoque. Voilà, je sors au soleil dans une chaise longue, je lis un livre et la radio annonce le suicide d'une agricultrice à l'autre bout du département. Et bon, voilà, je ne sais pas pourquoi, mais
toutes ces informations et sensations se trouvent agglomérées et restent vraiment très très présentes. Donc là, c'est quelque chose de très fort, mais parfois ça peut vraiment être une sensation liée au fait de se trouver à un endroit très précis, près d'une source, d'un lavoir, au bord d'une rivière ou dans une forêt. Et donc, voilà, c'est tout un ensemble d'une construction de mémoire qui fait que voilà, des moments précis se trouvent liés à des souvenirs de sensations et qui persistent pour moi souvent au travers des années. Par rapport à tout cela, ton roman est véritablement égrené de, on pourrait les appeler une sorte de carte postale extrêmement visuelle, de photographie. Est-ce que tu t'es aidé du repère photographique aussi pour écrire? On imagine très bien, je ne sais pas si c'est le cas, mais on a l'impression que tu as pris quelques photos et que tu as pu dessiner à travers elles, écrire à travers elles, et c'est extrêmement réaliste. C'est pour ça que j'aimerais savoir si la photographie a eu un impact sur ton écriture ou sur ton imaginaire. Alors oui, un impact extrêmement important puisque je visualise énormément. Donc, alors certains paysages, je les connais presque par cœur. Donc, il suffit presque que je ferme les yeux pour me souvenir des sensations sur le sentier des douaniers dans le Cotentin ou d'un chemin en forêt ou voilà de différents endroits. Mais la photo, et ce sont des endroits que j'ai effectivement de toute façon énormément photographiés. Et par rapport à la photographie, un des premiers titres envisagés, qui était totalement nul finalement, mais que je n'ai pas retenu, c'était sept objets, puisque le projet c'était ça, sept objets et un instantané, puisque la dernière histoire est basée sur une vraie photographie, celle-ci, qui existe, que j'ai toujours, d'un petit chien qui saute, voilà, avec la maison en arrière-plan. Et celle-ci, je l'ai toujours. Et c'était vraiment le projet de base, voilà, de la construction de base, différentes histoires autour d'objets et conclure sur cette photographie qui résume tout. Mm. Est-ce que tu pourrais nous décrire ton processus d'écriture ou en tout cas peut-être le futur processus d'écriture pour un prochain livre, mais comment tu places les mots sur ton papier ou sur ton ordinateur, c'est quand même plus récent, mais comment tu places tes mots? Est-ce qu'il y a il y a une véritable poésie dans ton roman et on a l'impression que rien n'est laissé au hasard? Est-ce que tu as une technique particulière ou un rituel particulier par rapport au moment où tu poses ton stylo sur une page? Alors, non, pas vraiment de rituel, mais il y a certaines phases du travail qui, effectivement, sont elles aussi assez visuelles, avec des parties de notes. Euh, où des fois j'ai une idée globale et tout d'un coup je découvre le début, la phrase, je sais qu'à tel moment on va passer par tel passage ou telle sensation et que ça va se conclure de telle façon. Donc j'essaye d'aérer la page pour laisser de l'espace entre deux, pour faire venir ce qui n'est pas encore là. Et donc, les notes également sont parfois assez visuelles. Il y a souvent un moment où j'ai besoin de faire comme une sorte de carte qui représenterait l'idée qui sous-tend le texte. Par exemple, pour objet trajet, il y avait le monde rural, il y avait la campagne, il y avait la ville, il y avait l'espace, il y avait l'espace des livres, l'espace de la nature, et il y avait des flèches entre ces différents moments. Donc oui, c'est une écriture assez visuelle et à un moment, euh, je, voilà, enfin, j'alterne toujours entre l'écriture manuscrite cahier, bout de papier, même si j'essaye de centraliser et de simplifier au maximum, parce qu'on finit par s'y perdre. Et un moment où j'ai besoin voilà, de clarifier et où là, je passe à la saisie sur ordinateur. Et c'est un mouvement perpétuel entre l'écrit, le cahier ou les feuilles volantes
et le texte dactylographié, on va dire, dactylographié, si on peut dire, enfin, sur ordinateur, ça c'est le métier d'archiviste qui ressort, et où j'ai besoin, une fois qu'il est dactylographié, de lire, relire, reprendre sans cesse pour qu'il n'y ait plus d'aspérité, pour qu'il y ait vraiment une fluidité, une continuité. Parce qu'il y a des moments aussi de coupure, d'inspiration, où je sais ce vers quoi je veux aller, mais où ça ne vient pas. Donc, je retourne en arrière et je reviens comme un fil que j'essaierai de relancer tout en lissant au fur et à mesure, en précisant, en affinant la description, en pesant presque chaque mot pour vraiment arriver à la sensation la plus précise et aussi la plus sensible, sans non plus verser dans trop quelque chose dont je me méfie énormément, qui est le mélo, parce que ça, j'ai horreur de ça. Donc, à essayer de tenir ce fil et cette continuité en ayant, faut que, à mesure de la lecture, ce soit fluide, que rien n'accroche, qu'il n'y ait pas un mot qui appartienne à un autre registre lexical qui fasse dévier la lecture. Donc voilà, c'est un très long travail de lecture, écriture, réécriture, hein. Est-ce que tu as trouvé une explication au fait qu'un simple objet puisse déclencher autant d'émotions, autant de nostalgie, autant de mélancolie? Est-ce que tu as trouvé des réponses finalement à tes questions? Je cite un extrait très court qui n'a rien à voir, qui est sur le côté omerta familial dont on parlera juste après, mais ça rejoint finalement un petit peu là où j'aimerais en venir. Aujourd'hui, il ne reste que des questions et personne à interroger. Oui. Et donc, Et j'aimerais je- savoir, la première question étant comment un simple objet peut ah oui, déclencher autant d'émotions. Ça, c'est ma première question. Et ensuite, sur l'omerta familiale qui est forte, clairement ici, et qui laisse penser à la narratrice qu'il y reste en effet beaucoup de questions et que plus personne n'est là pour pouvoir y répondre. euh, oui, bah, d'objets, effectivement, les quelques objets décrits, en fait, prennent une force euh, particulière, puisque justement, ils sont très, très rares. Il y a vraiment très, très peu de choses. La liste, il y avait, tout est là quasiment mentionné en termes, entre guillemets, d'héritage. Quasiment tout est là, à part des disques 33 tours sur lequel j'ai envisagé un texte à un moment, mais que je n'ai pas fait. Tout est là. Donc tout de suite, ça leur donne une charge émotionnelle, une intensité particulière. Euh, voilà. Et ce silence familial, là aussi, est presque une impulsion à trouver des réponses, puisque justement, elles ne m'ont pas été données. Donc, c'est l'occasion et le moyen d'interroger ses souvenirs, d'interroger une histoire familiale, d'essayer de remonter aux sources, quitte à, de façon fictionnelle, remonter au 19e siècle, par exemple. Donc, là aussi, quelque part, ce silence familial est un outil un peu difficile, un peu pesant peut-être, mais c'est un outil aussi, un moyen justement de chercher à comprendre par soi-même plutôt que d'accepter des réponses toutes faites ou des fois une sorte de tradition familiale, orale, de choses qui peuvent se perpétuer et qui ne sont pas forcément exactes. Donc bah, là, voilà. Euh, le silence propulse la quête. Bien, Stéphanie, je vois que l'heure tourne, il nous reste encore Ah, 5 bonnes minutes. J'essaye de respecter les temps impartis oui, comme pour l'ARCOM. Euh, et c'est à toi de nous lire un premier extrait, Stéphanie. d'accord. L'objet du trajet. D'accord. On avait dit 1 minute 30.
D'accord. approximativement. Tu auras le Ouais, droit de dépasser. j'ai trouvé. C'est un passage du chapitre qui s'appelle La jupe fleurie, justement. Euh, un petit peu, bon, on va dire à la deuxième page de La jupe fleurie, qui condense un petit peu le projet, on va dire. La jupe fleurie était une tentative et un échec. Le désir de se conformer à un modèle imaginaire et l'impossibilité de se plier aux références. Quel vêtement aurait pu contenir les sentiments contradictoires, les non-dits et la révolte tue, l'énergie et le bouillonnement de l'adolescence, confrontés à l'exercice des forces contraires, ne pas bouger, ne pas faire de bruit, se faire oublier que tu existes, jupe froncée et colère rentrée. Le modèle imaginaire provenait d'un idéal des années 1960, des magazines de mode conservés, des films anciens encore largement diffusés à la télévision d'alors, de leurs images imprimées dans le magazine télé, le précieux Télé 7 jours attendu et soigneusement lu en intégralité chaque semaine, des images d'un certain genre de femme, des images d'une certaine façon d'être au monde, de poser, de se poser. Sur la photo, le mouvement est figé, la surprise mimée, hanche de trois quarts, épaules légèrement tournées, une jambe en arrière, pointe de pied tendue. Où vas-tu, oiseau figé, cloué dans ta joie? Ton sourire est-il le masque d'une grimace de douleur ou celui d'une absence au monde? Merci Stéphanie. Alors une question qui sort un petit peu du livre, mais peut-être pas, parce qu'il y a beaucoup de références finalement littéraires et culturelles dans vos trois romans. Mais évidemment, dans Objet Trajet. La question étant la suivante, si tu devais échanger ta place avec un personnage de Mm. fiction, un personnage, qu'il s'agisse d'un personnage au cinéma, de littérature ou autre, pendant une seule journée, qui aurais-tu choisi et est-ce que tu aurais changé sa destinée? Alors, j'ai choisi avec un grand plaisir le capitaine Fracasse. Je prends sa- une journée de son trajet, justement, puisque c'est une quête qu'il mène. Je prends une journée, voilà, à pied ou à cheval. À cheval, ce serait encore mieux. Une journée sans chronomètre, sans calendrier, sans clôture, à poursuivre sa quête et à avancer, voilà, en essayant de garder le cap et avancer avec ses valeurs. Je ne change rien à sa destinée parce que c'est une histoire qui finit bien. Ça fait du bien. L'amour triomphe, les justes sont récompensés. Alors voilà, c'est merveilleux. Peut-être je lui donne juste un tout petit peu plus de légèreté et d'humour pour une journée. Voilà, mais je ne change rien. C'est mon conte de fées à moi. Je le relis depuis des années assez régulièrement. C'est un peu Cendrillon à l'envers. Alors voilà, mais pour la liberté, Capitaine Fracasse pour une journée. Très bien, très bien. Et pour finir, est-ce que tu aurais un mot aux lecteurs ou à ceux qui vont voter finalement? J'ai oublié de le dire, mais il y a donc 6 livres en jeu, en lice, pardon, ils sont pas forcément en jeu. 6 livres en lice, vous en avez trois ce soir et trois jeudi prochain. Qu'est-ce que tu leur dirais aux lecteurs pour rentrer dans Objet et Trajet, pour ceux qui ne l'ont pas encore lu? Je ne vais pas te demander de leur demander de voter pour toi, mais qu'est-ce que tu pourrais leur en dire? Bah, disons que j'espère qu'ils seront sensibles euh, à la promenade, au, au fait de remonter à la fois dans le temps et sur on va dire, sur les différents paysages, parmi les différents paysages de Normandie, que ça saura les toucher et que voilà, ils seront sensibles aussi à la construction, un peu en construction en texte court, en alternance de textes courts qui peuvent presque peut-être se lire comme des nouvelles. Voilà, bonne lecture. Et on précise il n'y a pas besoin d'être normand aussi pour apprécier la lecture de ce livre.
Merci infiniment, Stéphanie, et donc bonne chance pour ce prix Première Parole. Et on va donc accueillir maintenant Sébastien Duluth, qui, je crois, est arrivé. Sébastien, est-ce que vous m'entendez? Je Merci. vous apparais. Oui, je vous entends. Bonjour. Enfin, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Sébastien. Ravi de vous recevoir. Alors, on vous reçoit ce soir pour Amiante, aux éditions de La Peuplade, qu'on connaît particulièrement bien ici et de la littérature québécoise. Sébastien, vous êtes auteur de trois recueils de poésie. Cela étant, c'est votre premier roman. Vous êtes également directeur littéraire aux éditions La Mèche. Vous avez donc différentes casquettes dans le milieu littéraire. J'aimerais finalement savoir qu'est-ce qui vous a poussé en tant que poète à décider de vous lancer dans cette aventure d'Amiante aux éditions de La Peuplade. Je ne sais pas si je suis le seul à avoir manqué la fin de la question, mais j'ai, je crois, assez pour répondre. Vous m'entendez bien? Oui, c'est bon. Parfait, c'est revenu. OK. Alors, pour moi, il n'y a pas une rupture dramatique. J'avais l'impression qu'avec les trois recueils de poésie, j'avais terminé d'explorer un cycle qui porte entre autres sur la question du contact humain, de l'extrême point de contact et du point de détachement également. C'est un enjeu de forme, de présence et d'absence, de séparation, d'arrachement qui m'intéressait beaucoup par le langage. Et puis, il est arrivé un point où je pense que j'avais envie de créer des relations entre le jeu du poème et des altérités, ce que les personnages, en somme, que le roman permet et que la poésie permet moins. J'avais envie peut-être de mettre un petit peu plus de tridimensionnalité dans les enjeux que j'explorais. C'était pas tant pour raconter une histoire avec un propos narratif, mais c'était vraiment pour m'ouvrir à la possibilité de me glisser dans des intériorités autres que celles du sujet qui écrit. Euh, je me souviens d'avoir écrit un poème où le narrateur, si on peut dire, du poème était un enfant. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais j'ai retrouvé ça dans mes papiers il y a quelques mois avant la sortie du livre et puis ça m'apparaissait assez évident que ce poème-là allait devenir Steve. C'est-à-dire que c'est un matin où ce narrateur du poème s'ennuie, est soulagé de voir le père partir travailler, écoute les émissions à la télé, écoute les Cités d'or, même, c'est carrément nommé. C'est quelque chose que j'ai repris dans Amiante. Mais j'avais à peu près oublié ce poème-là. J'ai l'impression que justement, je m'étais un petit peu buté à une certaine limite de la poésie pour ce qui est de la narrativité, pour de créer des relations entre des personnages. Mais sinon, j'ai abordé l'écriture de la même manière, en trouvant mes enjeux, en polarisant un peu le système qui allait tendre le livre, le contraste de départ qui, de toute façon, me semblait évident lorsque j'allais écrire une histoire. C'était pour moi sûr que j'allais revenir sur ce territoire donc de mon enfance, qui est cette ville particulière où on exploite l'amiante. Et déjà, j'y voyais un premier potentiel poétique d'avoir une relation amicale très fusionnelle, très belle, une idylle amicale sur un territoire particulièrement particulier déjà et violent d'une certaine manière aussi. Donc, de ça, j'avais déjà un premier fil sur lequel déployer une histoire. Alors justement, je vais rebondir sur cette ville canadienne de Thetford Mines, qui a longtemps été surnommée la cité de l'or blanc et non pas les mystérieuses cités d'or, on pourrait comparer potentiellement, où finalement il y avait plus de 40% de l'amiante mondiale qui était présent. Vous avez longtemps vécu là-bas, vous avez vécu une dizaine d'années. Comment on ressort finalement de ce territoire, de cette géographie, de cette toxicité dont vous parlez dans Amiante, une toxicité au sens bien plus large que la toxicité scientifique. Comment on en ressort finalement? Qu'est-ce qu'on en retient 20 ans ou 30 ans après? Je ne sais pas quel âge vous avez, Sébastien, du coup. Je fais une fourchette large. Une bonne trentaine d'années plus tard, en ce qui me concerne de manière assez personnelle, c'est une ville de laquelle on ne venait pas comme famille et dont on est reparti 10 ans plus tard. Donc, pour moi, c'est vraiment une période très étanche de ma vie et avec laquelle je n'avais pas vraiment recommuniqué de manière concrète. C'est-à-dire, je n'avais pas remis les pieds dans la ville, je n'avais pas entretenu d'amitié, on n'avait pas de famille qui était restée là-bas non plus. C'était vraiment là, la famille, mes parents, moi et mon frère et ma sœur. Donc, c'était dans une espèce de zone de ma vie qui est extrêmement marquante, puisque c'est mes années quand même de 6 à 16 ans. C'est toute mon enfance et mon adolescence qui s'y déroulent. Mais ça me hante d'une manière assez étrange, en fait. J'ai réalisé à quel point je rêvais régulièrement à ces années-là, à ce territoire-là. Ça a continué de peupler ma psyché. Euh, mais pour la question, si précisément je la prends comme vous l'amenez, on en ressort assez soulagé, en fait, dans notre histoire familiale à nous, puisqu'on n'y venait pas. Et puis, il y avait quelque chose comme
un petit peu moins d'horizon au plan de la suite des choses pour moi qui avait 16 ans. Donc après le collège, j'étais plus ou moins intéressé de poursuivre mes études dans cet endroit-là. Il n'y a pas d'université non plus, donc il aurait fallu que je quitte. La plupart des gens quittent Telford Mines pour la ville de Québec. Nous, notre famille venait plutôt de Montréal. Donc en quelque part, il y a eu un retour vers Montréal à un âge, là, 16, 17, 18 ans, où je me développe comme un jeune adulte. Et j'étais très heureux finalement de ne pas être dans cette ville de région, mais qui, malgré tout, m'a marqué très positivement parce que ce sont des amitiés, des années très formatrices, et j'ai fait l'expérience d'une ville assez particulière qui non seulement bon, donne le roman dont on discute aujourd'hui, mais qui m'aura marqué quand même dans ma compréhension du monde, de vivre dans des villes à réalité mono-industrielle, par exemple. Et puis c'est l'histoire, en effet, comme vous le dites, d'une amitié entre Steve Dubois, 9 ans, et le petit Poulain, 10 ans, qui vont évoluer sur deux époques différentes. On en parlera juste après sur la construction du récit, mais j'aimerais que vous nous parliez de cette amitié masculine que vous ciblez aussi dans le roman et que vous dites que finalement, très tôt dans la vie d'un homme, cette amitié masculine est plutôt montrée du doigt, ou en tout cas délicate. Vous dites que chacun doit jouer un rôle, doit mettre un masque. C'est quand même, c'est rare aussi d'entendre ça dans un roman. Comment vous avez envisagé cette amitié masculine si, comment dire, si ancrée dans un système patriarcal? Oui. Euh, je crois que j'ai oublié l'intuition de départ, mais j'avais envie de camper euh, l'âge d'un personnage où il y a une certaine maturité, donc pas une amitié de 4 ans, 5 ans où on est vraiment là, dans l'enfance, la petite enfance, mais à quel âge on pourrait situer l'extrême limite où justement cette amitié-là peut se dérouler en toute candeur, avec la proximité physique ou le discours normatif sur le comportement des garçons ne vient pas interférer sur l'envie de ces garçons-là d'être bien ensemble, de partager de la proximité, de la douceur. Euh, Ça m'est certainement inspiré du fait que moi-même, comme enfant, je me sentais quand même plus fragile, avec plutôt intéressé par ce qu'on appelait à l'époque des loisirs de filles, la lecture, flâner. Ouais, j'étais plutôt contemplatif et tout, et j'avais des copains plus actifs, un peu qui bousculaient, qui faisaient, bon, le vélo, évidemment, tout le monde faisait du vélo, il n'y a pas de doute là-dessus, mais je pense que je me suis senti quand même un petit peu je me reconnaissais moins en fait dans les comportements typiques des garçons et ce qu'on nous enseignait à commettre des jeux de garçons également. On est vraiment à l'époque où c'est les camions jaunes de construction pour les garçons et les poupées pour les filles. Bon, je dis pas que j'étais spécialement attiré par les poupées, mais il y avait quelque chose que rapidement j'ai décelé où je me disais, ben, c'est quand même assez limité tout ça. Et puis, je soupçonne qu'en fait, il y a beaucoup plus de garçons qu'on peut le penser et de filles également dans leur catégorie identitaire à elles, qui ne sont pas tout à fait conformes au modèle dominant. Ça me semble évident, en fait. Mais je voulais aborder ça du regard d'un enfant, donc sans l'espèce de diagnostic contemporain qu'on nommerait patriarcat, société hétéronormative. C'est du vocabulaire qui appartient pas à l'époque et c'est pas de la compréhension de la réalité qui appartient à un enfant de 9 ans non plus. Alors, j'ai voulu vraiment le laisser assouvir son envie d'être avec cet ami qui est tout pour lui, qui est une protection en fait contre un monde qui est assez brutal pour le jeune narrateur. Le père de Steve est violent avec lui, le corrige physiquement, donc ça aide pas du tout à ce qu'il se développe dans sa personnalité propre à lui. Donc, cette amitié-là est un refuge parfait. C'est un peu le versant positif de l'amiante, c'est ce pare-feu contre le monde que ça représente. Et je trouvais intéressant, évidemment, de l'explorer à fond pour mieux le faire éclater tout ça et retrouver l'adolescent sans cette protection-là, sans trop dévoiler s'il y a des gens qui n'ont pas terminé la lecture. Euh, il y avait aussi cette idée-là, donc, de défaire tout ça et d'explorer un peu la conséquence de ce manque dans la vie de Steve. Et puis il y a cette sorte d'oppression finalement géographique, ambiante. On a l'impression que on ne peut pas sortir ni de la mine ni du roman. Clairement, il n'y a aucune possibilité de sortie. Il y a même une sorte de malaise qui se crée en réalité dans ce roman-là. Comment vous avez justement créé cette forme d'oppression qui est plutôt rare? On parle souvent d'oppression physique. Là, on est sur une oppression géographique et on a l'impression que le lieu nous ensevelit aussi en tant que lecteur. Oui, mais c'est tout à fait ça. C'est bien que vous mentionniez géographique. C'est vraiment quelque chose qui m'est apparu plus je réfléchissais au territoire. Je voulais faire une certaine géographie presque psychologique du personnage aussi, qui est donc
le destin de la mine, c'est ce trou, un trou noir qui aspire tous les devenirs professionnels, surtout les hommes, vont travailler à la mine, duquel Steve tente d'échapper. J'ai créé des scènes aussi où Steve tente de sortir de la ville, donc de s'extraire du trou, aller un peu plus loin. Il y a une scène où il va à Montréal. Il a très envie de dire à sa mère on devrait tout plaquer et déménager à Montréal. Mais elle lui dit, mais dans une ville en faillite, parce qu'on est sur le déclin de l'industrie de l'amiante, personne ne va acheter notre maison, donc on ne peut pas quitter. Donc, j'ai commencé à réaliser que la géographie devenait vraiment cruciale sur justement ce sentiment de possibilité de sortir de soi-même. Donc, notre personnage qui a tendance à tout replier sur lui-même, à intérioriser tout ce qu'il vit, que j'ai métaphorisé par un feu qui l'anime à l'adolescence, mais justement, un feu dans une ville construite en amiante, ça n'a pas tellement de destination possible, d'échappatoire possible. Et j'en suis même venu à réaliser que ben, Steve pourrait avoir le réflexe de regarder vers le haut, finalement, dans une espèce de fuite symbolique vers le ciel. J'ai mis des oiseaux partout, le regard bien, le nez bien en haut, mais en fouillant et un peu par hasard, puisque j'avais campé l'histoire en 86, un peu au début pour être un peu moins perdu avec mes propres dates, je calquais ça un peu sur mon propre âge pour être, ce soit plus facile de calculer les années scolaires et tout et tout. Et pour réaliser qu'en 86, il y a cette navette Challenger, et ce souvenir-là m'est revenu, qui explose en plein ciel et qui venait compléter ma géographie. Il n'y a plus aucune voie de sortie, même pas par le haut. Le ciel aussi est dangereux, le ciel est violent, les avions crashent, les fusées explosent. Donc, je trouvais intéressant de justement dessiner de manière verticale, mais aussi horizontale, l'absence de destination possible pour tout ce que Steve contient et qui voudrait faire exploser. Alors, il ne reste pas beaucoup de solutions, sinon l'implosion peut-être. Et effectivement, pour moi, amiante, qui est un mot que j'ai travaillé de manière positive, dans la lumière, du côté or blanc dans la première moitié du livre, dans la deuxième moitié du livre, on est plutôt dans l'inexorabilité des destins lorsqu'on est confiné à ce trou, dans ce trou noir. Et puis le confinement, c'est aussi le fait de créer de la violence sur certains parents, puis ensuite déverser sur certains enfants. C'est une sorte d'isolement. On a l'impression que les enfants sont totalement isolés à travers le métier de leurs parents. Et en même temps, on s'ennuie quand on est enfant, quand on est isolé. Pour le coup, vous avez aussi voulu travailler cet isolement, ce côté extrêmement difficile pour un enfant de se retrouver à part. Et ça, clairement, cela rassemble vos trois romans, à tous les trois, que ce soit Stéphanie, Sébastien ou Lidvine. Il y a cet isolement de l'enfance qui est à la fois extrêmement difficile. C'est certes l'innocence, mais de l'autre côté, il y a aussi beaucoup d'isolement. Comment vous avez travaillé cette matière d'exclusion? Ben, du noyau déjà, de la perspective de l'enfant. Et c'est vrai qu'après, il y a même eu cette idée de la géographie de la mine même, qui est un ciel, un cratère, un puits à ciel ouvert, qui a une espèce d'effet concentrique. Et je me dis, ouais, c'est intéressant de voir, bon, Steve comme individu, Steve et son ami qui se forment une sphère sécuritaire un peu plus large, la famille, ça devient plus difficile, l'école, c'est beaucoup plus difficile pour Steve, et le plus grand cercle est la ville au complet. Dans ce rapport-là, vraiment, il y a un jeu de pouvoir dans lequel il est pas, il peut pas gagner. Donc, mais c'est vraiment, c'est intéressant parce que la dimension sociale du roman m'est apparue vraiment en cours d'écriture. Pour moi, c'est un roman intime dès le départ, un roman sur les conséquences psychologiques d'une enfance un peu malmenée, d'avoir vécu un drame qui n'est pas guéri adéquatement et qu'on retrouve donc un adolescent qui arrive avec des difficultés et qui limite extrêmement sa possibilité de devenir une personne épanouie. Donc, pour moi, c'était vraiment une trajectoire intime qui m'intéressait beaucoup, mais compte tenu qu'elle est continuellement liée au territoire, c'est vrai que là, ça vient ajouter des dimensions justement plus sociales à l'isolement. Et c'était formidable en fait parce que ça créait l'architecture de ce que j'allais faire faire à mon personnage. Plus le personnage réalise dans quel milieu il est, à l'âge où on le réalise, c'est-à-dire moins à 9 ans, mais beaucoup plus à 15 ans, ben, les actions que ça m'inspirait étaient un peu inspirées ou dictées par cette relation à ce milieu-là. Comment justement vous avez travaillé ces deux époques, ces transitions narratives finalement entre l'été 86 et 91? Vous faites beaucoup de flashbacks, beaucoup d'allers-retours, même à l'intérieur des époques. Comment vous avez construit cela? Est-ce que ça a été finalement, est-ce que vous avez fait comme les serial killers,
ou autre avec des petits pins sur votre mur ou pas. Ah, Mais comment vous avez fait à travers tout cela, à travers toutes ces dates et à travers tous ces éléments qui ont germé? On a l'impression que vous connaissez sur le bout des doigts Steve et Poulain, et le petit Poulain. oui, il y a quelque chose de serial killer, littéralement. Je savais que le roman serait marqué par une ellipse très, très forte. Ça me vient vraiment de la poésie aussi. Les non-dits de la poésie m'intéressent beaucoup. Faire apparaître, on tourne une page en poésie et le mot nous apparaît. Il y a un choc, je trouve, dans l'espace de la page et tout. Il y a quelque chose sur la spatialisation du texte qui m'intéresse beaucoup. Alors, j'ai fait des recherches doctorales sur ce sujet-là, comment le visuel, vraiment à proprement parler, informe la lecture. On comprend des choses en détectant sur la page des espaces, des volumes, des contrastes, des choses comme ça. Donc, c'était un peu naturel que j'allais procéder de cette manière-là. Comme en poésie, je travaille déjà ce genre de relation formelle entre présence et absence, par exemple. Donc, il y avait cette idée qu'il y aurait cet immense gouffre dans la vie du narrateur qui nous amènerait plus tard à l'adolescence. Et partant de là, je me suis dit, ben, ça serait intéressant que les deux époques aient une certaine symétrie en termes de volume, de nombre de pages déjà, mais même de certains chapitres qui se répondraient. Par exemple, le refuge initial du narrateur dans son amitié, c'est une cabane dans les airs, dans la forêt. Je me disais, ben, ça va quand même prendre un endroit sécuritaire pour Steve à 15 ans, il doit bien exister quelque chose. Et là, il m'est venu l'idée de l'envoyer dans l'eau, de le faire nager dans des piscines. Bon, j'ai pas été chercher l'idée très loin. J'ai passé mon adolescence dans des piscines à faire ce genre de cours de natation et de sauvetage. Mais c'était pas prévu que j'en parlerais nécessairement, mais par principe d'équilibre ou de correspondance entre les époques, il y avait ce genre d'écho thématique entre certains chapitres. Et en dessinant un peu ce plan horizontal, on va dire, entre les deux époques, j'ai eu l'idée que chaque chapitre aurait un jeu de miroir aussi à l'intérieur d'eux-mêmes. Tout ça pour créer de l'espace, de la juxtaposition des scènes dans lequel je trouvais que le lecteur était appelé à ressentir pourquoi ces scènes-là sont mises en contiguïté. Et je pense vraiment que là, c'est le métier de poète, en fait, qui m'a amené à structurer le roman de cette manière-là. Et ce faisant, ben, je savais que j'avais donc un genre de plan, oui, avec presque des épingles sur le mur, mais dans un cahier, j'avais une architecture comme une maison finalement. Et je me disais, bon, ici, j'ai besoin d'une scène qui résonne avec celle-ci. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Et c'est la forme et c'est la structure du roman qui faisait monter la journée que j'allais raconter de Steve, mais qui allait être placée à cet endroit-là pour justement mettre en évidence un aspect thématique ou quelque chose du roman sur lequel je voulais appuyer. Et ça crée des fils un peu dans toutes les directions pour le roman que je trouve qui aide en fait à dire tout ce qui n'est pas dit dans le roman, mais qui met en emphase quand même ce que je mets en relation. Enfin, j'espère. Et puis il y a ce côté de gémellité, finalement, tout marche par deux dans votre récit. On a l'impression en tout cas que tout marche par deux. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette volonté de mettre en avant ces deux oppositions ou ces deux complémentarités? Ouais, c'est pas un terme hyper à la mode, mais la binarité m'intéresse énormément. En fait, pour moi, il y a le début de quelque chose sémiotiquement parlant lorsqu'on a un contraste entre deux trucs. Et trois, évidemment, on complexifie les relations, mais 0-1 ou présence-absence, vie-mort, pour moi, déjà, il y a quelque chose. Et c'est assez étonnant, en fait, parce que, bon, je suis effectivement assez cartésien dans ma tête pour certains trucs, c'est-à-dire que je place beaucoup la vie en cases et j'aime l'équilibre plutôt que la dissymétrie, j'aime plutôt la symétrie. Et en fait, pourquoi pas, parce que ça fait des mois que je parle du livre, je peux bien le dire une fois de temps en temps, mais j'ai été assez anxieux adolescent et je me suis mis à compter tout par quatre. Donc, c'était du 2 comme ça, mais c'était du 2 comme ça. Mais pour faire de la fiction, j'ai décidé que Steve aurait le même trouble, mais par 5. Et là, c'était d'une violence inouïe pour moi de changer de modèle. Mais en même temps, ça m'intéressait 5 parce que là, je vais parler comme un vrai obsessionnel, un trouble obsessionnel compulsif. Mais pour moi, 5, si on le rapporte sur 20, ça crée quelque chose de pair avec de l'impair et il y a moyen de créer des boîtes aussi où le système se résout. Mais du 4, c'est un système parfait. Il y a quelque chose de créer des volumes et tout. Donc, tout ça pour dire que j'organise beaucoup la réalité en fonction c'est des réflexes un petit peu d'anxiété, en fait, qui me mettent des lunettes sur le monde et j'essaye de voir les choses, non pas en polarisation ou en contraire, mais d'abord en essayant d'explorer chaque phénomène dans une dynamique avec autre chose. Et je suis beaucoup, en fait, dans l'oscillation entre les deux objets d'une réalité, par exemple, et non pas dans essayer de figer ça entre deux contraires. C'est peut-être un peu abstrait de la manière dont je m'exprime, mais
C'est vendredi après-midi, après tout. Mais ouais, moi, instinctivement, ça fait reposer mon sujet. Je dépose mes histoires sur ça et ça m'assure que mon système, à moi, est cohérent pour moi. Et j'ai bien senti que ça avait été perçu par les lecteurs. Comment vous avez vécu la phase d'écriture? Est-ce que vous avez souffert? Est-ce qu'au contraire, vous étiez dans un état d'extase totale? J'aime bien savoir comment les écrivains vivent finalement leur période d'écriture. Et étant donné le feu intérieur que pourrait avoir Steve, est-ce que vous avez été dans le même état finalement? Ben, déjà, il y a une espèce d'illusion qui était intéressante au début, mais qui est rapidement tombée, c'est de passer de la poésie au roman. Au début, au roman, c'est vraiment exaltant parce qu'on dirait que tout va servir. On écrit, puis c'est ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais après, évidemment, c'est que tout doit servir, justement. Donc, il faut tendre les fils et ramener tout ça, boucler les trucs. Donc, c'est une illusion qui ne dure pas si longtemps. Euh, et finalement, il y a un vertige au roman parce que j'ai l'impression que je peux arrêter d'écrire des poèmes plus longtemps et reprendre le projet. Alors, avec le roman, avec la quantité de, simplement, même factuellement, reprendre un projet, si on l'a mis de côté un mois, 2 mois, on ne se rappelle plus on est où, est-ce que l'année scolaire était terminée dans le récit, je ne me souviens plus de rien. Donc, ça a une autre exigence. Mais c'est vraiment là où quand même j'ai senti grincer un peu ma manière de pratiquer l'écriture de poésie, quelques mots par jour avec des ratures et on assemble, alors qu'avec le roman, on travaille avec beaucoup plus de mots, mais j'ai la même exigence que mes mots doivent être reliés entre eux. C'est très fréquent en fait que j'arrive sur un mot qui voudrait très très bien fonctionner là, mais je me dis, il serait plus intéressant ailleurs parce qu'il viendrait créer une espèce de petite vibration, une couleur, encore là, un réflexe de poète. Donc, on réalise à un point, peut-être au tiers de l'écriture, où on fait, OK, ça va être très, très long en fait, parce que je m'oblige à une rigueur vraiment très, très minutieuse. Et il m'est revenu en tête un passage de Léviathan de Paul Auster, où un écrivain qui est le narrateur de l'histoire, je crois, il dit, pour moi, écrire, c'est comme ramper dans le désert. Et moi, je voyais même l'idée que non seulement je rentre dans le désert, mais j'examine tous les grains de sable un à un pour les enfiler. Donc, il y avait quelque chose d'assez, bon, en quelque part, on fait, bon, ben c'est comme ça, ce projet-là, c'est comme ça qu'il se fait, donc on va le faire. Et il n'est peut-être pas question que j'arrive pas au bout, mais c'est quand même long. Et après, je dois avouer que par certains moments où le roman devient plus difficile sur le personnage, auquel je m'identifie quand même beaucoup, et c'est un roman que j'ai écrit avec beaucoup de cœur aussi, on parle beaucoup depuis tantôt de l'architecture un peu intellectuelle du projet, mais c'est un roman d'émotion aussi. Et je dois dire que par moments aussi, c'était émotionnellement assez drainant aussi. J'y croyais. Et ce qui est quand même bon signe quand on ressent sur le corps qu'on est en train d'écrire quelque chose et on ressent sur notre corps qu'il y a quelque chose qui se produit. C'est généralement gage qu'on a touché à quelque chose d'assez vif. Mais l'entêtement de finir un projet fait passer des douleurs pour de la nécessité, je crois. Très bien. Alors, avant que vous nous lisiez un extrait, Sébastien, on va prendre une petite photo de groupe, étant donné que tous les auteurs sont là. Voilà, je vais vous rassembler. Parfait. Préparez-vous. 3, 2, 1. C'est parfait. Et Stéphanie joue le jeu avec les trois livres. C'est beau. Très beau fair play normand. Sébastien, c'est à vous. Pour l'extrait? Oui, pour l'extrait. Très bien. Alors, c'est la rencontre de Steve avec son meilleur ami. Il passe une très mauvaise journée. Il est tombé à vélo. Il est un peu misérable. Et il est à vélo. J'allais continuer ma route sur la rue Coleraine, tourner à droite sur Terrien et rejoindre le chemin du Lac Noir, poser mon bicycle à la maison, attraper au réfrigérateur quelque chose, n'importe quoi, et passer le reste de la journée dans la Pinède, dans la chambre de ma cabane, à lire et relire l'étoile mystérieuse. Mais il y avait eu ce cube blanc devant moi, un camion de déménagement plus précisément, en diagonale dans la largeur de la rue, derrière une ceinture d'ondes de vapeur qui dansait, argentée, sur les rues chaudes de l'été. Mirage. Le camion, une longue boîte blanche reculée devant le 1354 rue Coleraine, était parqué, rampe arrière sortie. Des gens allaient et venaient dans ce paysage soudain. J'avais fini par m'apercevoir que le camion me barrait la rue tout à fait, et appliquant les freins, raisonnablement, sans style, mon pied droit dans sa sandale mouillée avait débordé vers l'arrière, puis avait glissé de la pédale comme si j'avais piaffé.
ce qui m'avait déséquilibré vers l'avant et avait fait percuter mon torse contre le guidon. Comme je n'avançais qu'à vitesse de louveteau, j'étais tombé mollement au sol avec mon bicycle, de manière un peu ridicule, sans choc majeur ni douleur. Un accident de bébé. Sur l'asphalte brûlant, j'avais gardé un instant les yeux fermés. J'avais senti un homme s'approcher de moi. Une petite débarque, ça arrive, c'est correct, mon ami. Comment tu t'appelles? Steve Dubois. Si tu vas dans la cour en arrière, Steve, on a mis des chaises sur le patio et Charlélie devrait rebondir dans une minute. Assois-toi là-bas si tu veux et je te reviens avec un pansement pour ton genou. Ça marche? Je vais ramener ton vélo. Une invitation si calme, franche, sûre. Debout, non pas sonné, mais comme engourdi de fatigue des dernières minutes, j'avais posé mon regard rougi sur la nouvelle maison de ces gens, jolie, blanche, bleue, et alors il était apparu, un garçon de mon âge à la dégaine polissonne, sur le porche avant. J'avais senti dès la première fraction de seconde du croisement de nos regards, dans sa manière d'opiner du museau vers moi en m'apercevant, qu'il était l'ami que je cherchais désespérément. Salut, salut. À peine plus tard, sur le patio, calé dans une grande chaise adirondack brune, j'avais une boîte de jus de pomme doux dans la main et Charlélie Poulain à ma droite, dans une chaise identique. Je partageais ce moment simple avec lui intensément. Notre proximité était d'une plénitude à la fois nonchalante et immense, à la manière dont se rencontrent les cachalots, les cumulus, les nébuleuses. Merci Sébastien. J'avais une autre question par rapport aux remerciements. Je lis souvent les remerciements dans les livres. Vous remerciez deux personnes, vous dédicacez déjà le roman à votre fils et j'aimerais savoir s'il y avait un véritable message à lui transmettre à travers cette histoire d'adolescence. Et ensuite, c'est peut-être parler de Jean Morin, ce résident du quartier Mitchell, ancien mineur, qui vous a donné des renseignements par rapport à l'univers minier. J'aimerais savoir dans quelle mesure finalement vous qui avez vécu là-bas pour une période, en effet, où vous étiez plutôt très jeune, donc j'imagine que l'univers de la mine n'était pas une spécificité en soi. Qu'est-ce que vous lui avez posé comme question? Quel retour vous lui avez fait? Est-ce qu'il a lu le livre également? Oui, M. Morin, je l'avais découvert parce qu'il avait été intervenant dans une vidéo YouTube sur la ville. Et comme j'avais lu il avait été camionneur, moi j'avais une question assez cruciale. Et encore là, je ne vais pas dire trop pourquoi si les gens n'ont pas lu le livre, mais j'avais besoin de savoir si un camion de mine avait besoin d'une clé pour démarrer. Et donc, toute la question de comment on démarre ce camion. Et c'était la seule question, en fait, à laquelle j'avais pensé. Mais en discutant avec lui, il m'a rappelé plein de choses que j'avais oubliées. Il m'a confirmé aussi l'heure du dynamitage chaque jour. J'avais l'impression que c'était 15 heures, mais c'était 16 heures. Donc, c'est des petits détails de vraisemblance qui m'ont fait prendre conscience. Et ça, c'était vers la fin, en fait, du roman où j'ai pris contact avec lui. Ça m'a quand même fait prendre conscience que, ah ouais, il y a des gens qui ont bien connu la mine et tout, qui vont lire ça probablement, en fait, parce que amiante, ça va attirer l'attention, il n'y a aucun doute là-dessus. Déjà que ce mineur, qui n'est pas nécessairement un grand lecteur, ou en tout cas, je n'avais pas raison de le soupçonner, mais il m'a dit, moi, Sébastien, je réponds à tes questions avec plaisir, mais je veux que tu m'envoies une copie du livre quand ça sort. Et de fait, on est retourné à Thetford Mines pour faire un petit lancement dans la librairie locale, qui est une ville, comme je disais, dans laquelle j'avais pas vraiment eu de contact, avec laquelle j'avais pas eu de contact depuis longtemps. Mais il s'est présenté plein de gens et beaucoup avaient des histoires à me raconter et m'ont témoigné que le roman leur avait rappelé, les avait ramenés dans ces années-là. Beaucoup sont des parents qui sont plus vieux que moi, qui me disaient, oui, c'est vrai, nos enfants à l'époque, on les laissait un peu à eux-mêmes, c'était ça l'époque et tout. Mais ça m'a vraiment fait réaliser que ce livre-là allait être lu par des gens très, très concernés par cette histoire-là. Et de fait, j'ai reçu beaucoup de témoignages de gens que je ne connais pas nécessairement qui me disent, je connais cette ville ou mon père y a été et tout et tout. Alors, c'est sûr que ça m'a même un peu stressé de réaliser, oh, alors, moi, j'ai jamais voulu être spécialiste de la mine. Donc, si je fais erreur sur un détail technique, j'espère qu'on m'en voudra pas et tout. Donc, c'est un peu comme ça que j'ai formulé les remerciements. Mais il semble que ça a été bien reçu.
Et pour ce qui est de remercier mon fils, bien évidemment, c'est certain que c'est un roman dans lequel je me promène assez librement dans des souvenirs familiaux qui ne sont pas nécessairement faciles non plus, mais qui ne sont pas non plus documentés de manière biographique, chronologique et factuelle. Mais mon fils connaît certains pans de notre histoire familiale et maintenant, il a 23 ans aujourd'hui, c'est un grand garçon. Je sais qu'en lisant ça, il va comprendre, va lire entre les lignes et il va comprendre certaines choses qui sont arrivées dans notre famille et il en fait partie, donc il est de cette lignée. Mais de toute façon, c'est assez secondaire. La raison pour laquelle j'avais envie de lui offrir ce livre-là plutôt que les livres de poésie, c'est que c'est quand même pour moi un projet, j'avais l'impression qu'il serait majeur dans ma vie. Et je parle vraiment pas de succès ou de vente de livres, mais vraiment juste pour l'accomplissement que ça représentait pour moi, d'écrire un premier roman plus personnel et tout. Je me disais, je sais que mon fils m'a vu faire ses choix de vie, de faire le choix de vie de l'écriture, qui est quand même pas un choix conventionnel. Je suis allé un peu à contre-courant du côté de la famille à sa mère, où ils sont beaucoup plus dans les métiers conventionnels, le travail conventionnel. Alors moi, comme écrivain, j'avais l'air un peu de celui qui travaille pas, quoi. Et je voulais lui dire, ben, suis tes passions, en fait. Très bien. Et une dernière question, comme pour Stéphanie, c'est celle de d'échanger d'échanger 24 heures avec un personnage de fiction, peu importe le domaine, pendant une journée. Qui avez-vous choisi, Sébastien, et est-ce que vous auriez changé son destin? Alors, avec Amiante, on dirait je vais toujours vers des références de lecture d'enfants, d'adolescents. Moi, un de mes livres préférés, toutes catégories confondues, c'est Mathilda. C'est une enfant qui ressemble beaucoup à Steve. Elle est très, très forte intellectuellement. Elle a beaucoup, beaucoup de sensibilité. Et elle vit dans des conditions pas faciles. C'est un livre qui m'a beaucoup aidé, même si j'ai lu assez vieux, peut-être 15 16 ans. C'était déjà un peu plus. C'est un livre plus jeune que pour des 15 16 ans. Mais je trouve que c'est un personnage magnifique. Et surtout, elle possède un talent que j'ai toujours fantasmé d'avoir, qui est celui de la télékinésie, de pouvoir faire bouger les objets à distance. Là, ça prendrait une psychanalyse pour savoir pourquoi c'est un super pouvoir qui m'intéresse à ce point. Mais je me disais que je prendrais bien sa vie 24 heures pour profiter de la télékinésie, peut-être régler quelques trucs dans le monde, peut-être. Et puis, mais la laisser, elle est parfaite. Je n'influencerai pas du tout le cours de son existence. Elle est parfaite comme elle est, mais j'emprunterais bien son super pouvoir pour quelque temps. Eh Question de bien, déplacer des trucs. très bien. Déplacer des objets pour faire référence à Les Stéphanie. gens. Merci infiniment, Sébastien, et bonne chance pour Amiante, donc aux éditions de La Peuplade, deuxième roman après Objet trajet de Stéphanie Lamache, qui est donc en finale du prix Première Parole. Merci, Sébastien. Merci à vous. Alors, on va passer au troisième roman avec Lidwin van Lancker pour Fracture, avec ce S très important entre parenthèses. Lindvid, vous avez fait des études d'urbanisme, vous avez travaillé dans le logement social, vous avez été correspondante à la Provence. Vous avez des auteurs qui sont légèrement peu connus préférés, Virginia Woolf, Colette, Dostoïevski, Brit Easton Ellis. J'aimerais que vous nous parliez finalement de votre entrée en littérature, de votre volonté de parler d'Arthur, de parler de Sabine, mais d'abord de savoir qu'est-ce qui vous a poussé à écrire un premier roman. Bah, moi, je pense que l'écriture, ça a toujours fait partie de ma vie. La lecture d'abord, parce que je suis une grande lectrice, et l'écriture qui est toujours, depuis que je suis enfant, j'écris. Alors, je n'avais jamais dépassé la barre fatidique pour moi des 100 pages. Je m'arrêtais toujours à un moment donné aux alentours des 100 pages. Mais c'est vrai que ça a toujours été quelque chose qui m'accompagnait. Et jusqu'au jour où je me suis dit, allez, on y va. J'ai cette idée dans la tête. J'avais la première phrase du roman qui me trottait et je me suis dit, bon, ben là, on va essayer vraiment de construire une histoire autour de cette phrase et des personnages qui arrivent. Alors, cette phrase donc, d'abord le sang. Non, alors c'est Ah, c'est vraiment pas la ça. première phrase. Ah, c'est la première phrase. Alors, c'est l'autre, donc je C'est je m'appelle m'appelle Arthur. Arthur, j'ai 15 ans et je vais tous les tuer. Et c'est vraiment, j'avais cette phrase qui me venait et j'avais Arthur tout de suite le prénom et et très rapidement il existait en fait pour moi avec sa mère Sabine et toute la galaxie de personnages est vraiment venue se greffer au fur et à mesure mais très rapidement. Donc j'avais vraiment ce fil conducteur. Ça a été long à écrire parce que vraiment je cherchais le mot, le rythme de la phrase. Mais l'histoire, par contre, je l'ai eu assez rapidement en tête. Alors, qu'est-ce qui vous fascine tant dans l'adolescence, finalement, où vous prenez un personnage extrêmement puissant
On a l'impression qu'on joue au jeu des sept familles et on sort le fils. Et là, clairement, le fils, il est puissant. Qu'est-ce qui vous fascinait tant chez Arthur? Qu'est-ce qui s'est matérialisé chez vous pour parler aussi bien de l'adolescence et de ce personnage-là? Je pense quand même que mon, ma formation d'urbaniste m'a fait rencontrer énormément de monde, en fait. Parce que c'est vrai qu'on travaille sur le territoire et les fractures, c'est pour ça qu'il y a l'AMS aussi. Pour moi, d'abord, c'est une fracture territoriale. Euh, c'est vrai qu'on y rencontre énormément de monde. Et ça construit, en fait, construire du logement, c'est construire un lieu de vie, mais c'est aussi construire des personnalités. Et c'est vrai que finalement, moi, j'ai vraiment traversé la France pour, pour y faire du logement, pour y observer comment on y vivait. On y rencontre beaucoup de jeunesse. Et c'est vrai que j'avais envie de parler de ça et je voyais bien l'impact du territoire, du lieu où grandissaient les gens et sur l'impact sur la destinée, sur le déterminisme. Il y avait quand même une histoire de déterminisme et j'avais vraiment envie de parler de ça. Qu'est-ce que vous mettez derrière le mot de fracture? Parce qu'elle est clairement multiple ici, elle est sociale, Mm, elle est identitaire, elle est oui. personnelle, elle est en effet territoriale. Qu'est-ce que vous y mettez derrière ce mot qui forme le titre de ce roman? Euh, il est extrêmement fort et en même temps il veut dire beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous y mettez en tant qu'autrice? J'y mets vraiment mon regard. J'y mets j'ai le sentiment que c'est ce que je vois en fait finalement. C'est ce qu'on voit, la fracture, les fractures, elles sont physiques aussi, hein. Elles sont territoriales, comme vous l'avez dit, sociales, sociétales. Et j'avais vraiment envie d'en parler, d'utiliser le biais du polar pour parler de ces fractures qu'on constate sans cesse et qui effectivement façonnent aussi bien les personnalités que les paysages. Est-ce que véritablement c'est pour vous un polar? Parce que pour moi, je l'ai vu comme un roman beaucoup plus large qu'un polar. Est-ce que vous l'enfermez dans ce style de littérature? Est-ce que c'était un choix personnel? Ou au contraire, on a l'impression parfois que dès qu'il y a un meurtre, on met la case polar et je trouve ça un peu dommage parfois, mais qu'est-ce que vous y mettez derrière? Est-ce que vous le voyez vraiment, votre roman, comme un polar? Non, alors, c'est un polar dans le sens où j'avais envie de cette tension. Moi, c'est ce que j'aime. En fait, dans le polar, c'est la tension. Mais ce que j'avais envie derrière, c'est vraiment d'utiliser le style polar pour effectivement créer cette tension. Mais derrière, vraiment avoir porter un message, porter ce regard social, sociétal, et utiliser finalement ce rythme. Moi, ce que j'aime, c'est le rythme. J'avais vraiment besoin de quelque chose parce que finalement, on est dans la tête de cet adolescent, Arthur, et j'avais besoin du rythme de l'adolescence, en fait, de de cette rapidité parfois, de forcément pas forcément voir loin le futur. Et donc, c'est pour ça que j'avais besoin de ces chapitres courts. Et c'est pour ça que pour moi, c'est un polar dans le sens où effectivement, bon, il y a ce rythme-là, mais effectivement, bien sûr, c'est social, c'est sociétal, et j'avais vraiment envie de parler de ça, de, de l'adolescence, comment est-ce qu'on se construit à l'adolescence, comment une mère célibataire élève son enfant, comment est-ce qu'on le laisse partir aussi. C'était vraiment des thèmes qui étaient chers. Alors, polar, ça n'est pas vraiment un, c'est toute une discussion qu'on a avec mon éditrice. Moi, pour moi, j'en lis, donc c'est pas quelque chose qui me heurte, mais je peux comprendre que parfois on puisse se poser des questions. Alors moi, ça ne me heurte pas du tout, mais je préférais quand même le préciser. Il y a véritablement une tension, il y a véritablement un rythme fort, et vous commencez d'entrée de jeu avec un chapitre extrêmement puissant, puisque Arthur, vous allez peut-être en lire un extrait tout à l'heure, je ne sais pas, peut-être que ce sera le début, j'imagine. Arthur tue un individu, on ne sait pas qui, on ne sait pas quoi, comment, pourquoi, et c'est quelques mois plus tôt qu'ensuite vous décidez de faire une sorte de roman à rebours. Vous commencez d'entrée de jeu avec ce chapitre-là,
J'aimerais que vous nous parliez de la structure. Est-ce qu'elle a évolué au sein même de votre relation avec votre éditrice au livre agité? Je ne sais pas d'ailleurs si j'ai montré la couverture. Oui, je crois l'avoir montré. Voilà. Oui. Est-ce qu'il y a eu une évolution par rapport à la structure, par rapport à la chronologie des faits notamment? Est-ce que le premier chapitre était véritablement le point d'ancrage de l'écriture? Oui, alors vraiment, on n'a pas du tout changé la structure avec Jeanne, mon éditrice. C'était vraiment, il était véritablement fait comme il était, dans l'ordre. On a peut-être travaillé, ça a été plus un travail au niveau de certains personnages que parfois j'ai un petit peu creusé. Ça a été aussi une question de répétition. On a beaucoup travaillé sur les répétitions parce que le premier roman, on fait pas mal de répétitions, même si on les traque. Euh, mais non, la structure était là. J'avais vraiment beaucoup, beaucoup travaillé la structure. Elle était très importante pour moi. Le déroulé, j'y tenais vraiment. Et j'avais vraiment besoin de ce rythme. J'ai passé 4 ans à l'écrire. Et même si effectivement, tout de suite, la structure m'est apparue, et cette chronologie-là, et l'histoire existait, pour moi, elle préexistait. Ce qui a été extrêmement difficile, ça a été vraiment de mettre les bons mots, les bonnes virgules, d'avoir vraiment le bon rythme. Et parce que j'avais besoin de ce rythme très rapide. Et on avait de grandes discussions avec Jeanne, mon éditrice. Elle me disait, mais c'est ta musique, c'est pas forcément la mienne. Mais moi, j'avais vraiment une musique en tête. Et dès qu'on me changeait une virgule, dès qu'on me changeait la musicalité d'un mot, je trouvais que ma phrase devenait bancale et n'avait plus la musicalité que je cherchais. Donc on réécrivait beaucoup pour garder vraiment ce rythme-là qui était très important et qui pour moi donnait de la force au roman parce que transmettait véritablement euh, la psychologie du personnage. En fait, ces phrases pour moi transmettaient vraiment comment ça se déroulait dans la tête d'Arthur. Et puis, vous créez un amour filial étouffant, clairement. La relation entre Arthur et sa mère Sabine est marquée par cet amour qui peut potentiellement détruire, qui peut brider. Comment vous avez voulu interroger ce lien finalement entre la complexité de l'amour filial dans un contexte de précarité sociale? Ben, c'est vrai que moi, c'est des questions que je me pose parce que on peut s'interroger sur. Je trouve que c'était important aussi dans ce contexte-là de parler de l'adolescence. Parce que l'adolescence, quand une mère, et c'est souvent les mères qui sont des femmes, les familles monoparentales, c'est souvent des mères qui laissent leur enfant. Quand on a tout donné à un enfant, que finalement on n'a pas refait sa vie parce que pour plein de raisons et que on a élevé cet enfant seul. Et lorsqu'arrive l'adolescence et qu'il part, c'est forcément un moment de questionnement. Et, euh, et donc ça, c'était vraiment ce moment-là, ce moment de bascule où, bah, bien sûr, il y a cet amour très fort, très fusionnel, souvent avec l'enfant, le bébé, et qu'on est obligé finalement de casser. Au moment de l'adolescence. Et effectivement, ben, Sabine, elle a beaucoup de mal à le laisser partir. Elle l'étouffe clairement. Et lui, il l'aime, mais il la rejette aussi. Donc il y a vraiment cette ambivalence. Et pour moi, c'était vraiment important d'en parler parce que c'est véritablement des choses qu'on voit au quotidien, malheureusement. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est cette relation légèrement, pardon, après la naissance, où cette mère ne souhaite pas avoir d'enfant, c'est un accident. Et puis ensuite, elle imagine même, ou en tout cas, elle réfléchit même très furtivement, certes, mais à jeter son enfant du balcon. Il y a aussi une absence de manichéisme dans votre roman qui est flagrant. Euh, Vous mettez aussi les difficultés d'être mère quand on n'en a pas envie, quand on est en effet une famille monoparentale. Euh, et puis en plus, cette fracture qui là aussi encore donc est une fracture avec ce lien maternel se transforme très vite en amour filial démesuré. Cette transition-là qui, je trouve, est aussi très intéressante dans ce roman-là. C'est que vous mettez en avant que les choses peuvent très vite évoluer de la haine à l'amour et de manière extrêmement puissante. Oui, c'est vrai, il y a une ambivalence hein, dans tous les sentiments, il y a une ambivalence. Mais c'est vrai qu'être mère, ben, c'est aussi c'est un bonheur, mais ça peut être un rejet. Clairement, quand il y a à l'accouchement, après l'accouchement, il y a beaucoup de femmes qui souffrent du baby blues, pour ne citer que ça. Et donc, effectivement, ben, on peut les aimer et aussi, finalement, c'est quand même une perte de liberté. Ce sont des nouveaux repères. Et Sabine, effectivement, elle a ce moment-là où
elle n'arrive plus à trouver elle ne trouve pas sa place en tant que mère, une mère en plus abandonnée. Et effectivement, après l'avoir rejeté, elle va reconcentrer totalement son amour sur lui. Et c'est vrai que c'était important pour moi de montrer effectivement cette ambivalence des sentiments qui sont souvent liés, hein, on le dit, hein, la haine et l'amour sont vraiment des sentiments qui sont souvent liés. Et, euh, et encore une fois, c'est des choses qu'on voit effectivement assez régulièrement. On compense, les mères, on nous demande d'aimer nos enfants de façon sans limite, mais parfois on peut avoir nous aussi nos limites, hein, tout simplement. Et puis tout à l'heure, on parlait de territoire, de géographie. Là, pour le coup, vous ne citez aucunement la ville dans laquelle se situe Fracture. On sait qu'on est à peu près entre forêt et champs. On est ceinturé par le périphérique. Pourquoi vous avez voulu justement gommer toute géographie, tout lieu de votre roman? Oui, c'était volontaire. Et ça m'a apparu très rapidement. J'avais pas du tout envie de l'ancrer dans un territoire parce que je voulais montrer que c'est quelque chose qui finalement peut se passer n'importe où. Alors ça c'est drôle parce que j'ai des personnes du département du Nord qui me disent ah mais je reconnais chez moi, mais dans le Sud on me dit exactement la même chose. Donc c'était vraiment volontaire de se dire il y a pas d'époque, il y a pas de lieu, il y a pas de ça peut arriver n'importe où. Et c'était ce caractère universel. Et encore ce que je dis, en ayant pas mal parcouru la France pour, dans mon métier, euh, c'est vrai que ce sont des problématiques qu'on peut rencontrer n'importe où. Donc j'avais juste besoin d'avoir, comme partout, un quartier, une ville, et des champs. Très bien. Et tout à l'heure, on parlait d'amitié masculine. Là aussi, on y est. C'est aussi un lien avec le livre de Sébastien, avec le personnage de Com, qui s'intéresse soudainement à lui. En effet, au départ, c'était quand même pas gagné, clairement. On était dans une fracture sociale, voire un mépris de classe très vite. Il y a aussi quelque chose que vous vouliez peut-être creuser au niveau de cette amitié, de ces liens entre adolescents. Comment vous avez envisagé les choses? C'est vrai que Arthur et Com, ils ont une relation toxique, clairement. Et c'est une relation, ils perpétuent la relation de classe, finalement. Euh, donc il y a cette admiration de Arthur pour Com, et Com qui se sert de Arthur, mais finalement, il y a quand même une sorte... il a du mal à s'en passer, comme de Arthur. Donc il y a vraiment... il y a cette servilité, pratiquement, de Arthur pour Com. Et pareil, dans l'ambivalence, finalement, il l'aime. Mais il y a ce fond de jalousie aussi, puisque bon, mais il jalouse ça, il a envie sa vie, clairement. Donc il y a toute cette ambivalence. J'avais vraiment envie de parler de l'ambivalence de tous les sentiments, parce que je trouve que les sentiments, ils sont souvent, c'est jamais blanc ou noir. Finalement, on aime, on déteste, on peut aimer quelqu'un et le jalouser. Et j'avais vraiment envie de creuser ça. Et finalement, cette amitié, c'est une amitié qui est très très forte hein, pour Arthur envers Com. Il peut pas s'en passer, il veut le voir tous les jours. Et il y a des scènes où il l'attend devant chez lui. Et il y a une vraie souffrance chez lui. Et puis on accompagne Arthur dans sa descente aux enfers. Je ne trahis rien puisque c'est quand même le début du livre. On sait qu'il tue un personnage. C'est une sorte de spirale infernale dans laquelle vous nous mettez. C'est aussi extrêmement contemporain parce qu'on sait à quel point les adolescents peuvent basculer du jour au lendemain dans une spirale, peu importe laquelle. On peut en citer beaucoup. On peut citer beaucoup d'exemples d'addiction ou en tout cas de relations toxiques. Vous vouliez aussi aller sur ce sujet-là pour montrer à quel point finalement, alors je me suis posé la question à qui potentiellement ça pouvait s'adresser. Ça pouvait s'adresser aux adolescents, bien entendu, pour montrer à quel point on pouvait tomber dans une spirale négative, mais aussi aux parents, pour déceler peut-être les signes avant-coureurs d'une descente aux enfers. Oui, ouais, tout à fait. C'est vrai que c'est des retours de lecteurs que j'ai beaucoup. Finalement, des parents ou des grands-parents qui le donnent à lire à leurs enfants, ou parfois aussi le contraire, des adolescents qui le lisent et qui le conseillent. Et donc, ça crée un dialogue. Et c'était ça qui m'intéressait, de créer un dialogue entre les générations. Et j'ai pas mal de retours là-dessus. Je trouve que c'est assez intéressant. Et effectivement, il a une vraie descente aux enfers, Arthur, et il est confronté à beaucoup de choix. Et ça, je crois aussi que c'était important pour moi de parler des choix de vie,
que ce soit Sabine aussi, hein, mais Arthur, il se retrouve à un âge, l'adolescence, c'est vraiment, c'est la période des choix. Qu'est-ce qu'on fait comme choix? Et tous ces choix vont influencer les années qui arrivent. Et, euh, et ça aussi, c'était un thème dont je voulais parler. Vous disiez tout à l'heure, il me semble que vous aviez écrit pendant 4 ans. Ça veut dire que Arthur et Sabine vous accompagnent depuis 4 ans. Peut-être avec des hauts, avec des bas. Comment vous avez aussi vécu cette aventure-là? Est-ce qu'ils sont encore là? Est-ce que vous allez avoir du mal à vous en séparer aussi? Oui, alors ça a été une grande aventure pour moi, ce premier roman. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de... Je les ai beaucoup aimés, mes personnages, vraiment. Je les aime tous, vraiment. Ils m'ont vraiment accompagnée pendant 4 ans. J'ai eu beaucoup de mal à m'en défaire, énormément. Je crois que quand il est paru, enfin, j'ai eu beaucoup de mal à finir les corrections. Je voulais toujours en rajouter. Mais à un moment donné, il faut le lâcher. Et c'est vrai que quand il est paru, déjà l'objet, il sort et finalement, il nous appartient déjà moins. Euh, et j'ai eu beaucoup de mal. Alors, mon éditrice déjà me disait, mais remets-toi tout de suite à écrire. Mais j'ai eu un moment où il fallait que fallait pas que j'écrive, il fallait vraiment que je digère ce roman-là. Et ça y est, je les ai laissés partir, mais avec beaucoup de regrets. Je crois qu'un premier roman, je pense que ça s'oublie pas en fait. Désolé de raviver la flamme ce soir. Pas du tout, c'est un plaisir. Eh bien, Lynn, c'est à vous pour nous lire un premier extrait, un extrait de Fracture. Ok, donc j'ai pris le début. Je m'appelle Arthur, j'ai 15 ans et je vais tous les tuer. D'abord, le sang. Arthur ne peut s'empêcher de regarder. Puis une odeur métallique, de poudre aussi. Leur goût âcre s'insinue doucement en lui, l'enivre, puis le repaisse. Il prend son temps. Les secondes passent. Il voudrait conserver ces odeurs, graver leurs souvenirs dans sa peau, dans sa chair. Chacune d'elles a une saveur différente. Le corps gît à quelques mètres de lui, ce grand corps musclé qui le terrorisait. Arthur le contemple et le trouve changé. Il est mal rasé, ses vêtements sont froissés. Sous son pantalon, on devine le bracelet électronique qui lui mord la cheville. Vincent semble endormi, là, au beau milieu de la cuisine, le visage frappé de stupeur, comme s'il n'avait pas compris. Lui, l'homme important, qui se riait de tout, dont le pouvoir s'étendait dans les moindres recoins de la société, qui décidait de l'avenir de centaines de personnes en un claquement de doigts, n'aurait jamais cru que l'édifice qu'il avait bâti, année après année, allait s'effondrer en quelques instants, au soir d'une journée banale. La stupidité grise de la mort l'enveloppait, ignorant qui il était. Le cœur d'Arthur bat à tout rompre. Sa tête lui tourne légèrement. Il se dirige vers le salon sans jeter un regard au garçon tremblant dans un coin de la pièce. L'écran géant est allumé, le son coupé. Des images vues 1000 fois tournent en boucle. Des silhouettes blanches marchent les unes derrière les autres, brandissant des pancartes. Vêtus de noir, les forces de l'ordre leur font face. Des fumigènes, du feu, du sang, encore. Il en a assez vu et cherche la télécommande. Elle est encore chaude, de la main de Vincent sans doute. Il éteint la télévision. Silence. Arthur est frappé par ce calme soudain. La vue depuis la baie du salon est plus spectaculaire que dans ses souvenirs. Le soleil d'hiver se couche. Des volutes bleues se mêlent aux roses. Il n'avait jamais remarqué comme c'était beau. Il se perd dans la contemplation de la ville entremêlée à la forêt, qui descend tel un serpent affamé vers les champs. L'ombre de son quartier, encore plus loin, le nargue. Il s'assoit et attend. Bientôt, la maison sera remplie de bruit. D'officiers de police, de journalistes, de voisins. La famille peut-être. Il faudra répondre à leurs questions, à leurs attentes. Choisir la bonne attitude. Choisir entre en faire trop ou pas assez. La certitude de ce vacarme à venir l'ennui. Il aimerait déjà que tout soit fini, être pris en charge, ne plus se soucier de rien. Il aimerait juste s'allonger et dormir. Et alors, j'ai une question un peu particulière, puisque, évidemment, alors, je vais vous la poser d'abord. Si vous aviez pu arrêter Arthur à un moment donné de l'histoire, s'il avait été réel, s'il avait été vivant, à quel moment vous l'auriez arrêté? Euh, Est-ce qu'il y a un moment particulier où vous l'auriez arrêté, peut-être bien en amont de certains, je ne sais pas.
Évidemment, vous avez écrit ce roman-là pour qu'il y ait cette tension, donc il fallait clairement l'écrire, mais si ça avait été réel, si ça avait été votre enfant, à quel moment vous l'auriez arrêté? Une bonne question. En l'écrivant, j'ai eu mal pour lui, parfois, je dois le reconnaître. J'ai souvent eu envie de le sauver. Euh, je crois que je le sauverai très tôt, très, très, très tôt. Et alors, l'histoire, il part finalement, Sabine l'inscrit dans une école, elle le sort de son quartier en pensant bien faire. Mais est-ce que là, il n'est pas trop laissé seul et peut-être que j'aurais essayé de beaucoup plus l'accompagner à ce moment-là. Mais je crois que oui, je l'aurais arrêté nettement plus tôt parce que après l'engrenage est parti. Et c'est peut-être là où je voulais aussi en venir sur cette exclusion. Il y a une phrase qui m'a frappé, je la cite, Bientôt, il ne sera plus qu'un dos et une chevelure lumineuse. On a l'impression qu'en effet, vos trois romans, Sébastien, Stéphanie, Lidvine, traitent véritablement de l'exclusion adolescente, de l'exclusion familiale, de l'isolement. Étrangement, vos trois romans, alors certes, on est dans une édition Festival Terre de Parole sur l'enfance, mais il y a véritablement beaucoup de liens qui se créent sur cette adolescence qui est différente selon vos romans, qui est différente à travers vos styles singuliers, à travers vos manières de les aborder, mais on a l'impression qu'il y a une alerte à sonner quand même vis-à-vis de nos jeunes, vis-à-vis de cette génération-là qui s'isole de plus en plus à travers différents prismes, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit les addictions, que ce soit l'exclusion familiale. Tous les trois, et c'est la seule question commune que je vais vous poser, comment vous verriez une solution potentielle à apporter à cette adolescence qui, parfois, et on ne va pas généraliser bien entendu, mais qui parfois se perd dans ces exclusions et dans cet isolement. Bon courage, Question vous avez 4 ambitieuse. heures. Bah, moi, je pense que le dialogue résout beaucoup quand même. Je crois que vraiment, je crois qu'il l'être humain, il a clairement besoin de s'exprimer et le dialogue, pour moi, ça reste une des clés. Et d'ailleurs, enfin, dans mon roman, il ne se parle plus. Et c'est vraiment là que la fracture aussi se développe. C'est qu'à un moment donné, il n'y a plus de mots, les silences sont trop lourds, il y a eu trop de passifs entre eux, entre la mère et le fils. Et dès qu'il n'y a plus de dialogue, ben, c'est, tout peut arriver. Et on précise d'ailleurs que cette exclusion n'est évidemment pas toujours du fait de l'adolescent, hein. Je précise quand même, bien sûr, c'est souvent une situation subie. Bien sûr. Mais j'allais dire aussi effectivement que il y a quand même les parents, on voit dans le bus, les parents le visage dans le téléphone, et il y a des belles occasions de communication qui sont manquées. Ça prend des exemples positifs. Je pense qu'il faut, faut se rendre disponible aux enfants. C'est une tâche difficile, c'est simple à dire, mais les parents, les instituteurs à l'école, après, il y a des systèmes qui rendent tout ça difficile à l'école en particulier. Mais ce sont des moments clés, comme vous dites, Ludivine, le dialogue. Et puis, ben, justement, montrer que la clé, c'est d'extérioriser, c'est de communiquer. Stéphanie. Oui, et alors la possibilité du dialogue, je pense qu'elle existe lorsqu'on a soi-même la richesse des mots. Et lorsqu'elle n'existe pas justement pour des parents qui sont déjà absorbés par d'autres choses, ce qui peut rapprocher et rattacher à la réalité, à une forme de réalité, je trouve que c'est quelque chose de très concret, comme fabriquer des choses aussi, d'avoir des projets extrêmement concrets, de fabriquer des choses, puisqu'on est dans un monde extrêmement matérialiste où les choses nous arrivent un petit peu toutes faites. Reprendre ce sens de fabriquer des choses, de fabriquer un repas, quelque chose d'aussi simple que ça, peut être déjà un premier moyen de se rapprocher. Parce que je pense que justement, les premiers germes de l'exclusion, c'est oui, effectivement, l'absence de mots.
mais il faut aussi créer des occasions créer des occasions, avoir des occasions pour se parler. Ouais. Merci à tous les trois. Et alors, Lydvine, une dernière question, celle du personnage de fiction, vous n'allez pas y échapper. Qui avez-vous choisi ce soir? Bon, ben, les idées classiques, donc Mrs. Holloway, Virginia Woolf, un grand classique pour moi. Alors pourquoi? Ben déjà, dès que vous avez dit une journée, évidemment, par pur égoïsme, ben je vis une journée complète, je vis le livre totalement, donc ça c'est pas mal, puisque Mrs. Dalloway, ça se déroule sur une journée. Euh, et le livre a 100 ans, là, ça fait 100 ans au mois de mai qu'il a été publié. Et donc, je ne changerai rien du tout parce qu'elle est parfaite, parce que sa journée est parfaite avec des flashbacks, tous ces allers-retours de sentiments. Et donc, oui, je deviendrai bien Clarissa Dalloway une journée pour connaître le Londres et tous ces sentiments ambivalents qu'elle traverse. Eh ben, j'aurais parié sur Holden Caulfield, moi, que vous citez de la Trappe-Cœur. J'aurais parié sur ça. Et c'est vrai que c'est un roman de Salinger qui fait écho à vos trois romans, finalement. Alors, peut-être un peu moins pour Stéphanie, parce que c'est beaucoup plus long, la période est beaucoup plus longue que l'adolescence, bien entendu. Mais quand même, on a l'impression qu'il y a une véritable flamme adolescente de Salinger qui vous traverse tous les trois. J'ai Et beaucoup lu. je trouvais que le fait que Ludwig le cite dans le roman était en effet un beau symbole. Il est temps de vous remercier tous les trois pour votre présence, pour vos mots. Maintenant, c'est au votant d'élire le lauréat du prix Première Parole. Je remonte donc les trois livres: Fracture de Lynvine Van Lancker aux éditions Livre Agité, Amiante de Sébastien Dulude à la Peuplade et Objet Trajet de Stéphanie Lamache aux Avril. Merci infiniment à vous tous et on se retrouve jeudi Merci. pour la deuxième soirée avec les trois nouveaux auteurs, les trois nouveaux finalistes. Merci à tous les trois. Merci. Merci à vous. Merci, au Merci. revoir. Au revoir à tous. Au revoir tout le monde.